la question de est-ce que le vieillissement c'est un processus biologique ou est-ce que c'est effectivement le fait que plusieurs processus biologiques ne fonctionnent plus. Et sans doute c'est un petit peu plutôt ça qu'un seul processus biologique. Alors au premier cours, j'avais évidemment présenté ce magnifique tableau de Paul Gauguin qui est au musée de Fine Arts à Boston, parce que ça présente si bien ce cycle de vie qui commence avec ces fenêtres de vulnérabilité qui sont la jeunesse, la pleine maturité qui est le moment de la reproduction, et effectivement ce qu'on a si caractéristique de chez la race humaine, qui est ce qu'on dit dans le langage quand on parle du vieillissement, l'ombre post-reproductive. Parce que chez les êtres humains et très peu d'autres espèces, il y a ce vie après la phase de reproduction. Alors évidemment, je sais que les hommes peuvent reproduire après 50, 60, il y a des cas d'hommes qui ont fait des enfants à plus que 80 ans, mais quand même, c'est caractéristique que cette perte de capacité reproductive après la quarantaine, 45 chez la femme, et disons plus tard chez l'homme. C'est caractéristique de l'espèce humaine. Ça ne se trouve pas dans beaucoup d'autres espèces, mais on va voir, il y a quelques exemples. Alors, nous, au laboratoire, on s'est commencé à intéresser à ce problème avec un programme européen que j'ai coordonné entre 2006 et 2011. Et c'était un consortium pour la recherche dans le développement et le vieillissement qui s'appelait Crescendo, parce qu'on regardait les récepteurs nucléaires. Alors, ceux qui étaient au premier cours savent que les récepteurs nucléaires sont des récepteurs qui se trouvent dans le noyau de la cellule et qui vont répondre à plein d'hormones circulants, style les hormones thyroïdiennes, notre sujet, mais aussi les hormones reproducteurs, style les oestrogènes et les androgènes. Et on est très préoccupé par comment la modification de leur activité change pendant le développement et le vieillissement. Ce programme est maintenant terminé, mais comme tout bon programme de recherche européen, on avait notre site web. Et sur le site web, on avait une petite animation. Nous voulons choisir quelque chose qui démontrait le processus de vieillissement chez la souris et chez l'homme. Et je voulais utiliser les portraits, les autoportraits de Rembrandt que je n'ai pas pu utiliser à cause des problèmes de copyright. Donc j'ai dû choisir un collègue, François Lachiver, qui m'avait précédé pour diriger l'équipe des hormones thyroïdiennes au muséum. Et comme vous voyez, il a très bien vieilli. Là, il a plus que 85 ans dans cette image. Et donc, je le trouve un très bon exemple d'un vieillissement réussi. Donc voilà, en guise d'introduction, au laboratoire, nous on travaille sur le vieillissement et comment il est contrôlé par les hormones thyroïdiennes. Mais aujourd'hui, dans mon cours, je vais vous présenter, comme toujours, je vais diviser mon cours dans plusieurs parties. La première partie, je vais vous parler du vieillissement. Qu'est-ce qu'on va voir quand on regarde les populations naturelles? Et est-ce qu'il y a beaucoup de cas, d'exemples du vieillissement naturel? Ensuite, je vais vous parler de longévité chez l'être humain. Je vais vous montrer, je pense que vous lisez dans les médias ces jours-ci, qu'il y a énormément de différences à la fois entre les individus, mais entre les sexes, entre hommes et femmes, selon les pays et selon les classes socio-économiques. Ensuite, on va rentrer dans les détails de quelques théories sur le vieillissement cellulaire et général. On va regarder, évidemment, il y en a énormément, mais on va regarder comment, je pense que vous avez tous entendu parler de cette restriction calorique,
et comment ça peut être lié au métabolisme et comment une restriction calorique peut augmenter, peut-être, dans certaines espèces, la longévité. D'autres théories très discutées aujourd'hui sont le fait que c'est le système immune qui est le coupable, qui va lâcher d'abord, et donc on parle d'immunosénescence. Et une autre théorie qui n'est pas sans rapport surtout avec le métabolisme, qui dans son tour n'est pas sans relation avec l'immunologie, c'est l'inflammation, l'idée que le corps est le corps en vieillissement subit une inflammation générale qui peut être la cause de plusieurs maladies qui deviennent plus fréquentes avec l'âge. La dernière théorie que je vais traiter, c'est la théorie de la vitesse de vie. Et c'est-à-dire que plusieurs auteurs ont proposé que le plus rapide, le plus intense la vitesse de vie, le plus rapide va être le vieillissement. On n'a que penser à la souris avec sa rapide métabolisme comparé à l'éléphant, et la souris va vivre maximum 2 ans, et l'éléphant près de 60 ans. Et cette vitesse de vie, ce métabolisme qui brûle la vie, comment on peut le lier aujourd'hui à ce qu'on sait sur le métabolisme, ce qu'on sait sur les hormones thyroïdiennes et comment eux, ils contrôlent le métabolisme. Et je vais introduire les dernières idées qu'on fait dans notre équipe sur le contrôle des cellules souches. Je pense que vous avez tous entendu parler des cellules souches, comme on a un grand espoir que les cellules souches vont pouvoir régénérer nos tissus. Mais dans ce contexte, je vais lier ce qu'on fait dans notre laboratoire, comment les hormones thyroïdiennes contrôlent les cellules souches dans les tissus adultes, et comment ceci peut être relié à la fois au métabolisme et aux théories du vieillissement. Et je vais essayer de donner quelques conclusions et un petit peu d'espoir. Donc, commençons avec quelques descriptions du vieillissement. La plupart cette semaine dans Nature, vous connaissez le grand review britannique, Nature, il y a eu une série d'articles sur le vieillissement, et ils ont fait que le vieillissement chez des animaux, quoi, les vers jusqu'aux mammifères, jusqu'à l'homme. Mais il ne faut pas oublier que chez les plantes, il y a quelques exemples de vieillissement exceptionnel, et c'est le cas des séquoias, où on peut trouver des exemples qui ont jusqu'à 2000 ans, on estime, grâce à... On peut passer des espèces de carottes, comme on fait dans la géologie, à l'intérieur, et compter le nombre d'années que l'arbre a vécu. Mais il paraît-il qu'il y a un autre arbre que je ne connaissais pas, mais quand j'ai regardé la littérature, j'ai trouvé donc un bristlecone pine, et l'estimation est près de 5000 ans pour... Alors, il n'y a aucun animal, on est tous d'accord, qui va arriver à ces chiffres-là. Mais on a quand même, je pense que vous les connaissez tous, vous avez l'exemple des tortues et... il y a 2 ans, on a assisté à la mort de vieux Georges, qui était une tortue des Galapagos, qui a vécu que 100 ans. Et on pense que c'était parce qu'il était un peu seul, il était bien soigné, mais il a vécu jusqu'à 100 ans, bien que ces tortues peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Et on va trouver qu'en général, chez des vertébrés, c'est des animaux de grande taille qui vont vivre le plus longtemps. Alors, ça peut être simplement parce qu'ils ont un métabolisme lent, mais ça peut aussi être dû au fait qu'ils ont une bonne protection contre les prédateurs. Il a été suggéré que, du point de vue évolutif, ce n'est pas la peine d'investir dans le vieillissement si on est une souris, parce que de toute manière, dans les populations de souris, la probabilité, c'est qu'on va être mangé, ou plutôt mangé par un oiseau ou un lézard, ou selon où on vit, un serpent, etc. Donc, il est beaucoup plus intéressant pour une population de souris d'investir dans la reproduction et avoir beaucoup plus de petites souris et assurer la continuation de l'espèce avec
une reproduction accrue plutôt qu'un vieillissement. Et donc une reproduction par nombre d'individus dans la population plutôt qu'une reproduction allongée sur le temps. Évidemment, c'est ce qu'on va trouver chez un autre type, un exemple qui est l'éléphant, qui est un des mammifères avec la plus grande longévité, qui peut vivre jusqu'à 60 ans. Et encore, effectivement, on va pouvoir voir la même chose, métabolisme lent, bonne protection et peu de prédateurs une fois l'âge de première jeunesse passé. Et c'est une des seules espèces où on a pu démontrer effectivement que, un peu comme chez les êtres humains, les matriarches ont un rôle social dans le groupe et ils vont leurs connaissances, surtout les connaissances des matriarches plutôt que les patriarches, c'est-à-dire les grands-mères, ces individus, ils ont des connaissances qui vont être bénéfiques pour le groupe auquel ils sont attachés. C'est-à-dire, ici, les scientifiques ont pu démontrer que c'est les individus les plus vieux qui ont les connaissances pour reconnaître des bruits d'un lion ou un autre prédateur qui va pouvoir attaquer les plus jeunes. Et donc, il y a un vrai avantage pour un groupe d'avoir un matriarche, une vieille femelle, pour donner le signal d'alerte. Ce bruit-là, c'est pas bien, il faut s'en aller. Donc, c'est un des rares exemples qu'on va avoir où on a pu démontrer un avantage évolutif, une augmentation du fitness grâce à la présence de quelqu'un de plus vieux dans le groupe. Et on pense que c'est sans doute le même cas pour les baleines, et qui peuvent vivre encore plus longtemps que les éléphants. Et c'est intéressant d'avoir donc une population non humaine où on peut vraiment montrer l'avantage de transmettre des connaissances grâce à des connaissances acquises pendant une vie plus longue que la moyenne. Mais ça, c'est donc, je vous ai montré que les espèces les plus grandes, avec ce métabolisme plus lent, vivent plus long que les plus petites espèces. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Dans la même espèce, ce n'est pas nécessairement un grand avantage d'être grande. On a les cas des géants humains. Souvent, on a des géants qui poussent très, très, très grandes. Et des géants n'ont pas l'espérance de vie que quelqu'un de taille normale. Et il est intéressant que chez les souris les plus petites, on va avoir la longévité plus longue. Je vais revenir tout à l'heure. Et on peut penser que quand même, le plus petit n'a pas épuisé toutes ses cellules souches à un certain moment. Il a maintenu une certaine réserve. Je reviendrai, vous allez voir à la fin. Et ça peut être en lien avec un métabolisme ralenti en cours. Si on n'est pas très très grande, on n'a peut-être pas eu une croissance très grande parce que les choses marchaient plus doucement, par exemple. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Donc le vieillissement, c'est quand même un phénomène plutôt rare dans les populations naturelles. Mais maintenant, on va regarder la longévité et la durée de santé dans les différents groupes humains. OK. On va commencer avec le fait que je pense que vous le savez tous, qu'en ce moment, on assiste à une augmentation de l'espérance de vie. L'espérance de vie chez les hommes et chez les femmes est en train d'augmenter. Mais il y a une différence entre, ici j'ai pris un rapport qui a été donné au Sénat britannique en 2005, où on a montré la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes et pour les femmes. L'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Vous pouvez voir que l'espérance de vie d'une femme en Angleterre en 1981, il y a 30 ans, était à peu près 77 ans. Et maintenant, c'est plus près de 80 ans.
Mais l'espérance de vie en bonne santé est près de 67 et il y a un plateau maintenant autour de 69. Donc il y a eu une augmentation que de 2 ans de l'espérance de vie en bonne santé, mais il y a une augmentation de plus que 3 ou 4 en espérance de vie globale. Donc ici, on a une différence de 10 ans, et ici, chez les hommes, on a une différence de 6 ans. 6 ans en mauvaise santé, 10 ans en mauvaise santé, tandis qu'aujourd'hui, pour les femmes, c'est 12 ans en mauvaise santé et 9 ans chez les hommes. Donc, on est en train d'assister à une augmentation de l'espérance de vie, mais on est aussi en train d'assister à une augmentation du temps en mauvaise santé à la fin de la vie. Et évidemment, c'est ça que nous, en train de chercher, on essaie d'améliorer. Pour évidemment que les gens profitent mieux de la vie, première chose, et deuxièmement, que évidemment le coût sociologique, économique soit moindre. Mais vous savez tous aussi, là je vous avais montré de 80 à 2000, mais vous savez aussi, si on revient jusqu'au 19e siècle, la différence est beaucoup plus marquée. Et l'espérance de vie en Écosse en 1955 pour les hommes était en dessous de 30 ans et pour les femmes aux alentours de 40 ans. Évidemment, c'est pas là, ces statistiques prenaient en compte la mortalité périnatale ou la mortalité infantile, parce qu'il y a eu énormément de mots d'enfants après la naissance, et donc ça réduisait l'espérance de vie parce qu'on faisait une moyenne sur toute la population. Mais je voudrais insister sur le fait que si on survivait à ça, on avait quand même une espérance de vie. Excusez-moi, j'aurais dû inclure un autre graphique. On peut aller dans quasiment toutes les sociétés en Afrique ou en Europe ou en Amérique du Sud. On va toujours trouver quelques exemples de personnes qui vont vivre jusqu'à 90 ans, même dans les situations où il y a une forte mortalité infantile. Donc, en général, on peut dire que en ce moment, on est en train de voir un allongement de l'espérance de la vie parce qu'évidemment, on a une meilleure soin pour les enfants. La mortalité périnatale a beaucoup diminué. Et évidemment, les autres causes de maladie, les autres causes de mortalité sont atténuées. Mais quand même, en Écosse aujourd'hui, on peut voir que l'espérance de vie, life expectancy at birth pour les femelles, est beaucoup plus longue que l'espérance de vie en bonne santé. Ici, je crois en Écosse, c'est la région en Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni, où la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé est le plus marquée. Vous voyez ce plateau-là, que depuis 1970, il n'y a presque pas eu d'augmentation dans l'espérance de la vie en bonne santé. Une étude française a publié toute une série de résultats cette année d'ailleurs, c'est sorti cette année au mois d'avril, avec encore l'espérance de vie et l'espérance de vie en français sans incapacité. Et c'est étonnant. Alors, quand j'ai regardé ces statistiques, quand c'est sorti, j'étais vraiment très surprise. Et je suis allée sur les questionnaires pour voir un petit peu comment les questions étaient posées. Et malheureusement, les questions sont posées très différemment en Suède qu'en France, qu'en Angleterre. Et c'est pas vraiment équivalent. Donc, il faut prendre ça en compte quand on va regarder de plus près les résultats. En France, en 2010, il y a une espérance de vie de 78 ans, mais une espérance de vie en bonne santé qui diminue 62,7, 61,9. C'est pas beaucoup quand même, hein? 62 ans. Mais ça dépend comment on va poser la question à la personne. Est-ce que vous pouvez toujours faire ceci? Est-ce que vous pouvez toujours faire cela? Et donc, mais c'est quand même assez inquiétant. Alors, on compare ça avec la Suède, où on a 10 ans de différence. 10 ans de vie de plus sans incapacité en Suède, comparé avec la France.
le pire, c'est vraiment bizarre, et c'est pas le pire, mais c'est un des plus bas, c'est le Pays-Bas, non, c'est le Pologne, ça, pardon, excuse-moi, mais il n'y a pas beaucoup de différence, c'est le Pologne, et même le Pays-Bas, qui a quand même une très bonne qualité de vie pour ses seniors, n'est guère mieux que la France. 61, c'est même moins bien. Et là, je pense que c'est vraiment la manière dont les gens répondent à des questionnaires. Parce que si vous allez aux Pays-Bas, vous allez voir les vieilles dames sur la bicyclette en train de pédaler partout. On n'a pas cette impression. Donc, je crois qu'il y a peut-être une dérive dans ces questionnaires. Mais le fait est que, dans tous les cas, on est en train de regarder entre 17 et 20 ans de vie après, soyons francs, après qu'on a pris la retraite, où on va coûter plus à la société et peut-être contribuer moins. Donc c'est quand même, pour les pouvoirs, vous le savez tous, un grand problème. Alors, cette espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie tout court est évidemment très différent selon la classe sociale. Et ici, les données sont sorties très récemment dans le Washington Post pour les États-Unis. Et ici, on a pris les travailleurs américains avec couverture de sécurité sociale. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si on avait pris les gens qui n'avaient même pas de couverture sociale, parce qu'il y en a. Et on voit que si on n'a pas de couverture sociale, l'espérance de vie, ceci, c'est l'espérance de vie tout court, il est à peu près 80 ans et il n'a pas bougé significativement. Peut-être là, on est à 81 ou 82 depuis 30 ans. Tandis que dans les classes avec les salaires les plus élevés, on a augmenté de 80 à 87. Et c'est vraiment, on peut faire beaucoup d'études là. C'est pas parce que, évidemment, dans les classes avec des salaires plus bas, on peut être dans des métiers où il y a plus de risques, où on peut tomber, être blessé dans le cours de son travail. Mais c'est vraiment beaucoup plus, si je puis dire, sournois que ça. Il est vraiment très évident que le plus qu'on gagne, le meilleure santé qu'on a. Mais aussi, le plus qu'on va avoir tendance à penser que ça vaut la peine d'écouter les conseils qu'on va vous donner, de manger vos fruits et des légumes, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué de disséquer tous les facteurs qui contribuent à ce genre de différence assez nette. Et bon, on peut avoir beaucoup d'argent et être bien, avoir accès à beaucoup de soins. Et là, je ne sais pas si vous les reconnaissez, ces deux dames qui ont chacun, c'est des photos de 2 étoiles de cinéma, comme on dit, pris lors de leurs 79 ans. À droite, c'est Sophia Loren, resplendissante à ses 79 ans. Et à gauche, dans une chaise roulante, avec quelqu'un pour le pousser. Exact, Elizabeth Taylor. Donc, on ne peut pas dire que là, c'est une histoire d'argent. Elles avaient chacune assez d'argent pour bien se soigner et s'occuper d'elles-mêmes jusqu'à ces grands âges, mais la vie n'a pas été aussi favorable avec l'une qu'avec l'autre. Alors, évidemment, on ne peut pas faire ce genre de cours en France sans parler de Jeanne Calment. Et évidemment, on va dire, est-ce que Sophia Loren ou est-ce que Jeanne Calment avait des meilleurs gènes? Évidemment, l'idée de génétique doit rentrer dans le discours un moment. Eh bien, c'est pas évident. Mais sans doute, la génétique va jouer sur la prédisposition à des cancers. Les gens qui, si on regarde les gènes qui prédisposent au cancer et la manière dont il peut avoir des cancers chez des gens qui vivent très longtemps, mais évidemment, dans des populations, on peut faire des études de longévité chez des gens qui ont vécu 100 ans ou chez leurs enfants, et on va voir que quand même, les gens qui vivent plus longtemps n'ont quasiment pas eu de cancer jeunes, mais que cette composante génétique va commencer à jouer à partir de 60 ans, et c'est pire
pour les gènes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires. Donc on peut dire que la génétique ne devient majeure qu'après 60 ans, mais il y a toujours, et ces facteurs génétiques vont toujours jouer en interaction avec les facteurs environnementaux. Et on va voir si on regardait ça de près, mais je ne sais pas mon but aujourd'hui de regarder que c'est souvent les gènes qui sont en relation avec le métabolisme qui va déterminer si oui ou non on devient susceptible à la maladie cardiovasculaire ou au cancer. Mais il ne faut pas oublier que même pour la taille, la hauteur de la personne, les gènes ne vont expliquer qu'à peu près 30% de la taille finale de quelqu'un. Alors, la taille, vous allez me dire, c'est assez facile pour déterminer comment quelqu'un va grandir et quelle serait son taille finale. Et si on peut expliquer que 30% de ça par les gènes, vous pouvez imaginer que c'est encore beaucoup plus difficile de disséquer les composants génétiques dans le vieillissement. Donc voilà. Donc maintenant, sans parler trop de ce composant génétique, je vais parler maintenant de quelques théories sur le vieillissement cellulaire et général. Et comme je vous ai déjà dit, je vais traiter les idées autour du métabolisme et de la restriction calorique, l'immunosénescence et ce joli terme en anglais, inflammaging. Cette idée que lors du vieillissement, aging en anglais, il y a de plus en plus d'inflammation et ceci n'est pas sans être en relation avec l'immunosénescence. Et effectivement, j'aime bien les couvertures de Times parce qu'ils suivent des choses souvent. Je crois que c'est en 2008, ils avaient déjà fait une couverture sur l'inflammation et son lien avec plein de maladies, avec la morbidité liée à des chimies, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'Alzheimer's. Et je pense que vous savez tous que chacune de ces maladies devient plus commune avec le vieillissement. Évidemment, on associe l'Alzheimer's, mais peu de gens savent qu'il y a un composant inflammatoire à l'Alzheimer's. Il y a un composant inflammatoire au cancer et évidemment aussi dans les maladies cardiovasculaires. Et on peut le voir que ce n'est pas que cela. On retrouve cancer, maladie cardiovasculaire et Alzheimer's, mais il y a aussi un component dans le diabète de type 2, dans l'arthrite, ça c'est évident, dans les maladies auto-immunes, dans d'autres maladies neurologiques autres que l'Alzheimer's, et pas mal de maladies pulmonaires. Donc, ce n'est pas surprenant que les gens pensaient que comme chacune de ces maladies devient plus fréquent avec l'âge, qu'ils avaient peut-être tous en commun un problème avec une augmentation de l'inflammation générale. Et le dernier arrivé sur la scène dans cette discussion, c'est le lien entre les processus inflammatoires et, je pense que vous avez entendu parler de ça, notre biodiversité à nous, qui est notre biodiversité dans notre intestin. Il y a énormément de recherches aujourd'hui sur le lien entre les bactéries qui habitent dans notre intestin et nos réponses immunes. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais suffit-il de dire que les études montrent, juste pour commencer, qu'on a 10 fois plus de cellules dans notre intestin que dans notre propre corps. Dans le cours dernier, j'avais parlé de 10 puissance 13 cellules dans le corps. Donc, on est à 10 puissance 14, et ça, c'est juste ce qui est dans l'intestin. Et dans ces statistiques, on n'inclut pas ce qu'il y a sur la peau. Donc, ça fait beaucoup de monde qu'on ramène avec nous. Et c'est une symbiose, ok? C'est vraiment un exemple fabuleux de symbiose. Et on va trouver plus qu'entre 1000 et 2000 différentes espèces de bactéries, et 2 grandes files, les firmicutes et les bactéroïdes. Et les généraux, vous avez tous vu vos yaourt bifidus, mais c'est pas la peine de manger un, il faut en manger ad vitam quasiment, ou avoir la chance d'avoir un bon mélange déjà, et on peut les maintenir soi-même. Mais les staphylocoques, auxquels on pense quand on pense à des méchants bactéries qui vont donner pas mal de pathologies, mais les lactobacilli encore en lien avec le lait, les micrococci et les Propion e-bactéries. Donc,
Mais ce qui est remarquable, c'est la différence entre les individus, entre les différences entre des individus en bonne santé et malades, et surtout avec l'âge. Et ceci est un schéma juste pour montrer l'évolution chez l'enfant de 1 ou 2 ans, chez l'adulte, et au fur et à mesure que la personne vieillit, la perte de biodiversité microbienne avec une augmentation de la perméabilité de l'intestin et donc des choses qui ne devraient pas passer qui passent entre l'intestin et le sang, et un lien étroit entre l'immunosénescence et l'inflammaging. Et si on regarde de près les types de bactéries, on va voir beaucoup plus de ces bactéries qu'on associe avec des maladies comme les staphylocoques et moins de bactéries, des bons, style le Bifidobacterium. Donc, c'est un domaine de recherche extrêmement actif en ce moment pour essayer de comprendre comment quelqu'un en bonne santé maintient le bon équilibre entre ces différentes populations de bactéries et évidemment comment on va pouvoir exploiter ces connaissances pour diminuer les changements lors du vieillissement. Donc, il est clair qu'il y a des modifications physiologiques dans l'intestin en fonction de l'âge, mais ces changements sont couplés avec les modifications du style de vie, la nutrition et la fonction du système immune, tous ces facteurs qui affectent l'équilibre du microbiote intestinal, avec une plus grande sensibilité aux infections. Donc, quand j'ai dit que le vieillissement n'était pas peut-être un processus biologique, mais plutôt le dégringolade, si je puis dire, de plusieurs processus biologiques. Déjà, ici, on peut voir qu'on a beaucoup de modifications qui pourraient rendre la personne plus sensible aux infections. Et c'est effectivement le cas, parce que c'est vraiment une grande caractéristique du vieillissement, c'est cette immunosénescence, cet vieillissement du système immune. Alors, le système immune, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Vous savez que vous avez plusieurs cellules qui naissent chez l'adulte, principalement dans le moelle osseuse, mais chez le plus jeune dans le thymus, et qui vont donner naissance à vraiment énormément de différents types de cellules, à partir d'une cellule souche, encore une cellule souche adulte, des cellules lymphoïdes ou myéloïdes, des macrophages, des cellules dendritiques, et puis ces sacrés T-cells qui sont très impliqués pour monter des réponses immunes. Et une des caractéristiques qu'on va voir du vieillissement, c'est qu'un changement des populations des cellules produites par la moelle osseuse, et dans un cliché très simpliste, si on regarde les types de cellules qui sont produites par la moelle osseuse, qui transitent via le thymus, qui est beaucoup plus grande chez une personne jeune, avant 20 ans, et puis littéralement après 20 ans, ça commence à diminuer rapidement. Et chez le personne vieux, c'est très petit, et en plus, il y a très peu de tissus actifs. Il y a beaucoup de tissus adipeux dans un thymus âgé, et très peu de tissu immune. Donc même s'il est petit, il est principalement du tissu gras et il est moins capable de faire la sorte que les cellules différencient dans des cellules surtout. Vous voyez, il y a beaucoup plus de cellules bleues ici que d'ici et beaucoup plus de cellules vertes ou roses. Et pourtant, c'est les cellules naïves, vous pouvez comprendre, qui vont pouvoir monter une défense contre des nouvelles infections. C'est un peu un dommage parce que quand on fait les vaccinations chez les personnes âgées, on le fait, les personnes âgées sont les plus susceptibles à l'influenza, etc. Mais c'est eux qui vont prendre le plus de temps de monter aussi, de mobiliser ces cellules et faire en sorte que le corps a une bonne défense contre une nouvelle infection. Et c'est pour ça que tellement de personnes d'âge avancé vont mourir des infections lors de l'hiver, parce que même vaccinés, il prend beaucoup de temps pour monter une bonne défense. Donc voilà, inflammaging,
l'inflammation, l'immunosénescence. Et puis, quel est le troisième? Ben, c'est le métabolisme. Vous pouvez le voir un peu comme un feu. Le plus que vous brûlez vite, ben, évidemment, le moins longtemps votre feu et vos réserves vont durer. Mais c'est aussi parce que quand vous brûlez de l'énergie dans vos tissus, vous allez produire les dérivés réactifs d'oxygène qui vont pouvoir endommager votre ADN ou vos protéines. C'est pour ça qu'on vous dit de boire votre jus d'orange, parce qu'il va avoir une capacité de neutraliser ces dérivés réactifs d'oxygène. Alors, si vous regardez effectivement la vitesse métabolique de différentes espèces de vertébrés, vous allez voir que ici on a le taux de vitesse métabolique qui augmente en taux de nombre de calories brûlées par gramme de tissu par jour. Et vous allez voir évidemment les petits animaux, comme on a parlé, les souris, des vols, le shrew, comment ça se dit en français? Musaraigne, merci, musaraigne. Vous voyez qu'eux, ils brûlent le plus et ils vivent le moins longtemps. Ici, on a une espérance de vie de moins de 3-4 ans. Pour arriver à une espérance de vie entre 80 et 100 ans, il faut brûler par gramme de tissu moins de 25 calories par gramme par jour. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens ont pensé que si on limitait le nombre de calories qu'on mangeait, on allait obliger le corps d'économiser. Et c'est de cette idée qui est partie la théorie que la restriction calorique allait augmenter l'espérance de vie. Et effectivement, on va trouver quand même une base là-dedans parce que le plus qu'on brûle de calories, comme je vous ai déjà dit, le plus qu'on a de ces dérivés oxygénés réactifs, en anglais on dit reactive oxygen species, et ils vont permettre, disons, ils vont induire beaucoup plus de dommages oxydatifs, soit sur l'ADN, comme j'ai dit, soit sur des protéines, et induire un vieillissement cellulaire directement dans les cellules. Et si on peut changer la méthode ça c'est des levures, mais le fait est que chez des cellules de vertébrés aussi, on peut changer le style de métabolisme et avoir des systèmes de métabolisme où on produit moins et on a moins de dommages oxydatifs et donc moins de vieillissement. Et ici, on a le cas des singes rhésus qui ont été nourris soit avec un régime normal ou soit avec un régime calorique diminué de 30%. Et il y a deux études en ce moment qui sont en train d'être poursuivies aux États-Unis et ils commencent à produire des résultats légèrement différents selon l'étude. Ici, les deux ont 27 ans et bon, honnêtement, lequel est en meilleure santé? Honnêtement, je trouve que c'est un peu subjectif. Et le fait est que selon ce qu'on donne à manger à celui-ci, c'est-à-dire celui qui a le 100% et l'autre comparé à celui qui a 70% de calories, la longévité va dépendre de qu'est-ce qu'on lui donne comme régime contrôle. Si on lui donne à manger ad libitum, et sans faire attention à l'équilibre, ben dans ce cas-là, effectivement, on va voir une mortalité précoce. Mais si on lui donne un régime approprié pour sa taille, et on donne celui-là 70% de ça, eh bien, ils vont vivre à peu près le même temps. Donc, c'est toujours une histoire de contrôle dans ces expériences. Bon, le fait est que pour qu'ils vivent le même temps, il faut donner un régime contrôle pas trop riche et pas trop. Il ne faut pas donner un régime américain, quoi. Il ne faut pas lui nourrir au McDonald's, sinon, effectivement, on verra une différence. Mais si on fait un régime approprié pour le poids et 70% de moins, les différences s'estompent.
le fait est qu'on est en train de dire la même chose, qu'il ne faut pas manger trop. Donc, mais je lis ceci à mon sujet favori. Depuis 3 semaines, je vous parle des hormones thyroïdiennes sur la métamorphose, les polluants dans l'environnement, et je suis revenue un peu la semaine dernière sur la métamorphose comme un switch épigénétique. Mais une chose qui est frappante quand on regarde ces études, c'est que quand on met un animal, un homme, à jeûne, 24 heures de jeûne, une des premières choses qui se passe, c'est qu'il y a une chute des taux des hormones thyroïdiennes circulantes. Et ça, c'est parce que les hormones thyroïdiennes sont effectivement les hormones qui vont tisser le feu du métabolisme. Je pense que vous avez tous dans votre entourage des gens qui ont subi soit une hyperthyroïdie, soit une hypothyroïdie. Les femmes ça touche beaucoup plus de femmes que des hommes. Une femme sur 8 va avoir un problème de la thyroïde dans sa vie. Et quand on est hypothyroïde, on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on devient beaucoup plus obèse parce qu'on n'utilise pas nos calories. Quand on est hyperthyroïde, on perd du poids rapidement parce qu'on est en train de brûler des calories. Donc il y a un lien étroit entre la vitesse de vie, les hormones thyroïdiennes et le métabolisme que je vais relier à la fin avec les cellules souches. Commençons d'abord avec les hormones thyroïdiennes et le métabolisme. Ben ici, je dois ceci à un étudiant qui est présent dans la salle, James Bowers, qui, lors de la première année de sa thèse, a fait une observation chez des petits mammifères et des grands mammifères que l'espérance de vie, non seulement était liée, comme je vous ai déjà montré, avec la vitesse métabolique, mais aussi avec le taux des hormones thyroïdiennes, ici le T4. Donc, le plus qu'on a d'hormones thyroïdiennes circulant, le moins longtemps on vit. Ici, il y a beaucoup de petits animaux avec un taux d'hormones thyroïdiennes aux alentours entre 2 et 4 qui vit entre 10 ans. On va penser, les maximums, ça va être, disons, les chats et les chiens. Et une souris qui va être ici va être plus près de 3 ans. Mais il y a quelques animaux qui vivent plus longtemps, mais qui ont un très faible taux d'hormones thyroïdiennes. Ça va être la même chose chez des plus grands mammifères, où de nouveau, un taux élevé d'hormones thyroïdiennes va être associé avec une espérance de vie beaucoup plus courte qu'un mammifère qui a un plus faible taux d'hormones thyroïdiennes et une beaucoup plus grande espérance de vie. Donc, on a pu observer que les taux circulants des hormones thyroïdiennes sont inversement corrélés avec la longévité. Je ne vous montre pas les données chez les êtres humains, mais on travaille avec des cliniciens qui ont pu montrer la même relation chez les êtres humains. On n'est pas en train de parler des différences pathologiques ici. On est en train de parler des différences dans les normes. C'est-à-dire que pour un taux d'hormone thyroïdienne un peu plus bas que la moyenne, pour lequel votre médecin ne va pas dire « il vous faut de l'hormone thyroïdienne », mais si vous avez un taux plus bas dans l'échelle du normal, on peut trouver qu'il y aura une corrélation plus accrue avec une plus grande espérance de vie. Et ceci est en relation donc avec le fait que l'hormone thyroïdienne, ici dénommée T3, va pousser la réponse calorigénique et va augmenter la production de ces espèces réactives oxygénées et va jouer sur le taux d'antioxydants dans votre corps et affecter, comme j'ai dit, endommager l'ADN et endommager les protéines. Donc, vraiment, l'hormone thyroïdienne peut être vu comme un activateur, comme j'ai dit, du métabolisme. Il est fascinant de voir que, avant qu'on avait isolé, bien avant qu'on avait isolé l'hormone thyroïdienne, un médecin écossais, c'est la première fois qu'on a traité des crétins avec de la glande thyroïde de mouton. Une expérience assez faramineuse pour l'époque,
fin du 19e siècle. Il n'est pas dit dans le papier pourquoi la personne a pensé à la thyroïde. Si, parce que, quand même, à l'époque, évidemment, les hypothyroïdies sévères étaient associées avec des très grandes goitres. Et donc, la seule chose qu'on faisait à l'époque, c'était une opération assez barbare, et on enlevait tout le goitre, et on avait vu que les gens devenaient beaucoup plus lents mentalement, ils prenaient du poids parce qu'ils n'avaient plus de tout d'hormones thyroïdiennes, et finalement, la personne finissait par mourir. Donc, une des premières choses qu'on a fait chez des crétins, bien qu'on n'a pas pu vraiment faire l'association entre le crétinisme, sauf que des fois les crétins avaient aussi des goitres, était de donc donner l'extrait de glandes de thyroïde de mouton à des crétins. Et une des premières choses que ce médecin a vu, il commençait l'extrait de glandes de thyroïde le 27 mars, et le 29 mars, il a vu que la température de la patiente avait augmenté, je crois que c'est un garçon, c'est en Fahrenheit, mais de 5 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire plus près de 2 degrés centigrades Celsius. Donc, la personne a pu montrer pour la première fois un lien entre les taux d'hormones thyroïdiennes, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des hormones, il savait juste qu'il avait quelque chose dans la glande, et l'augmentation du métabolisme. Et effectivement, depuis ce temps-là, on peut faire des études chez des animaux et on peut donner des hormones thyroïdiennes et on peut voir une très belle augmentation de taux de métabolisme de base. Et je vous ai montré tout à l'heure, j'aurais peut-être mieux fait de le mettre, la courbe inverse, qu'au fur et à mesure que le métabolisme augmente, que la longévité diminue. Alors, on peut voir tout ceci dans le contexte d'une des théories du vieillissement qui est beaucoup discutée en ce moment, qui est la théorie de pléiotropie antagoniste, où quelque chose qui va avoir un effet positif dans le début de la vie va avoir un effet plutôt néfaste après. C'est-à-dire quelque chose qui va augmenter le fitness de l'organisme pour que l'organisme arrive à une phase reproductive en bon état, va permettre la reproduction et être une fonction optimale, mais ces mêmes facteurs vont peut-être pas jouer favorablement lors du vieillesse. Et en plus, l'animal, pour arriver à cet état reproducteur favorable, optimal, va avoir diminué l'investissement dans les réparations des tissus. Un deuxième scénario, c'est que l'animal a un développement moins efficace et moins optimal pour arriver à une reproduction optimale, mais comme il n'avait pas eu ces gènes qui étaient utiles ici et néfastes ici, il va pouvoir avoir un vieillissement plus long et donc une espérance de vie étendue. C'est une idée assez difficile, mais on peut faire exactement les liens entre ça et les hormones thyroïdiennes. Trop d'hormones thyroïdiennes, on grandit plus vite, mais c'est pas trop. Un maximum d'hormones thyroïdiennes, ça va stimuler l'hormone de croissance, on va grandir vite, on va arriver à la reproduction en très bon état, mais peut-être les tissus vont pas se réparer aussi bien et on va vieillir plus vite. Un peu moins d'hormones thyroïdiennes, un peu moins d'hormones de croissance, on n'arrive pas aussi vite à la reproduction, on n'est pas peut-être aussi grande, mais on va vivre plus longtemps. Et effectivement, avec James et d'autres collègues au laboratoire et nos collègues cliniciens en Hollande, on a émis l'hypothèse que la signalisation par les hormones thyroïdiennes va affecter effectivement l'inflammation, le métabolisme, mais aussi la croissance, parce que les hormones thyroïdiennes stimulent les hormones de croissance. Et le lien entre l'hormone de signalisation, le plus qu'on a, le moins qu'on aura d'espérance de vie, que ce soit un animal ou un être humain. Et effectivement, cette idée de réparation des tissus peut être mise en relation avec d'autres choses qu'on fait dans le laboratoire en ce moment.
où on regarde le renouvellement des cellules souches adultes. Alors, le fait est que dans le labo, on regarde principalement les cellules souches neurales chez l'adulte. Je ne sais pas si vous le savez, autrefois, jusqu'il y a 20 ans, on pensait qu'on naissait avec un certain nombre de neurones, et au fur et à mesure qu'on vieillissait, c'était un déclin lent. Or, on sait aujourd'hui que même chez l'être humain, il y a quand même, dans certaines parties du cerveau, un renouvellement des neurones. Ceci semble être vrai dans l'hippocampe, que vous savez peut-être est essentiel pour la mémoire. L'hippocampe est dit un peu comme le siège de notre mémoire. L'hippocampe, chez les rongeurs, a une activité neurogénérative très active. Et aussi, chez les rongeurs, on va avoir une activité dans une autre région du cerveau qui va faire en sorte qu'il va y avoir une production continuelle de neurones qui va aller dans les régions du cortex, qui va recevoir les signaux olfactifs. Et l'animal, un rongeur qui dépend énormément de son sens, de son odeur, va avoir un renouvellement continuel de ces neurones-là. Sans doute chez l'homme, cette fonction dans le maintien de l'olfaction est moindre que chez les rongeurs, mais quand même, on pense que la neurogénèse dans l'hippocampe est sans doute très importante. Alors, comme tout tissu adulte, aujourd'hui, depuis 10 ans maintenant, l'idée est vraiment acceptée dans la littérature que dans tout tissu, quelque part caché dans ces tissus, il y a des cellules souches. Et des cellules souches vont se diviser dans une cellule progénératrice, des cellules précurseurs qui vont se différencier. Et dans le cas du système nerveux, donner soit des oligodendrocytes qui vont former le myeline, soit des cellules gliales qu'on va appeler les astrocytes, ou bien des nouveaux neurones. Je réinsiste sur le fait que tous les tissus adultes contiennent des cellules souches et ces cellules souches sont sensibles aux hormones thyroïdiennes et il ne faut pas confondre les cellules souches avec des cellules souches embryonnaires avec toutes les problématiques qui peuvent se poser. Okay? Plusieurs personnes pensent aujourd'hui qu'une cellule souche adulte, évidemment, a beaucoup plus d'intérêt pour la thérapie que des cellules souches embryonnaires parce qu'on évite des problèmes éthiques majeurs. Ben, nous, au laboratoire, dans les derniers 2 ans ou 3 ans, on a montré que cette population de cellules, surtout, était extrêmement sensible au taux des hormones thyroïdiennes. Et il y a une espèce de gradient de réceptivité, et la cellule souche elle-même est très peu réceptive aux hormones thyroïdiennes. Et on pense quelque part que l'évolution l'a fait exprès. Parce que si on pousse une cellule souche à utiliser de l'hormone thyroïdienne, on va le pousser à différencier parce qu'on va changer son métabolisme. Par définition, une cellule souche doit être la cellule qui brûle le moins de calories. Il doit avoir le moins de dommages à son ADN et ses protéines parce qu'il doit durer toute la vie de l'animal, effectivement. Et donc, s'il boit trop d'hormones thyroïdiennes, il va produire ces espèces oxygénées réactives, il va endommager l'ADN, et en plus, ça va le pousser à une différenciation. Et c'est précisément ça. On sait que ce pool de cellules progéniteurs et cellules de précurseurs, ils vont répondre aux hormones thyroïdiennes, mais la cellule souche même, très, très, très peu. Et effectivement, nos derniers résultats montrent que trop d'hormones thyroïdiennes diminue la taille des réserves des cellules souches et des cellules progéniteurs. Et effectivement, plutôt qu'avoir une quantité normale et un pool de bonne taille, on a plus d'hormones thyroïdiennes, si l'hormone thyroïdienne augmente, et on épuise rapidement ce pool de cellules progéniteurs et des cellules précurseurs. Ce qui colle avec nos observations sur la longévité et l'hormone thyroïdienne et colle avec nos observations sur les effets des hormones thyroïdiennes sur les cellules souches dans le cerveau des souris adultes. Donc, je vais arriver à quelques conclusions. Alors, on peut voir que le vieillissement, c'est quelque chose de très complexe. Il est certain que, ici on a représenté quelques cellules dans quelques organes d'un animal, on ne va pas nier un composant génétique. Il y a des gènes favorables pour le vieillissement. Je ne les ai pas beaucoup traités, parce que comme j'ai dit,
ça pourrait contribuer au maximum à 30% à notre capacité de bien veiller aujourd'hui. Mais évidemment, en les identifiant, on va donner des pistes, des nouvelles pistes pour la recherche et la thérapie. Le deuxième, je n'ai pas parlé de tout aujourd'hui, mais c'était en lien avec mon dernier cours, le composant épigénétique. Je vous ai expliqué la semaine dernière que le génétique est une chose, mais c'est où et comment un gène est exprimé qui va déterminer le phénotype, que ce soit le phénotype morphologique ou que ce soit le phénotype métabolique. Évidemment, aujourd'hui, on espère jouer sur l'épigénique et l'expression des gènes pour améliorer le vieillissement dans certaines situations. Mais il y a le génétique, l'épigénétique et évidemment, il y a l'environnement. Et on sait aujourd'hui que maintenir un environnement enrichi améliore la capacité de vieillissement. Il y a des magnifiques expériences qui ont été faites chez des souris où on garde les souris dans des cages avec des jouets et d'autres souris. Et ces souris-là, ils mangent plus que les autres souris, mais ils mettent moins de poids. Mais ils bougent moins aussi. Ils dépensent pas autant de temps dans les roues, mais ils brûlent naturellement leur énergie parce qu'ils brûlent une graisse spéciale. Mais ils sont plus résistants à des cancers et ils sont plus résistants à des maladies neurodégénératives. Tous parce qu'ils ont ce qu'on appelle un environnement enrichi. Et je pense que vous avez tous des exemples autour de vous de personnes qui sont bien entourées dans leur âge avancé et qui ont un vieillissement en général plus épanoui. Donc, la vitesse de vieillissement peut être associée à ces différents facteurs, mais aujourd'hui, je pense que le facteur sur lequel nous, on peut jouer le plus, c'est l'environnement, c'est la nutrition, c'est les interactions, c'est où on vit et comment on vit. Et surtout, je pense, la nutrition qui garde le plus d'espoir pour améliorer le vieillissement. Et je dois dire que Crescendo était fini, mais Switchbox, c'est la suite de Crescendo. Notre laboratoire est de nouveau impliqué dans un programme européen que de nouveau je coordonne. Cette fois-ci, on a le Portugal, la France, l'Hollande, l'Allemagne et l'Hongrie. Et on a des études à la fois chez des êtres humains, des études cliniques et des études chez des animaux, que, évidemment, c'est ça que nous on fait au muséum, où on essaie de comprendre comment ces différentes hormones, j'ai parlé que de l'hormone thyroïdienne, mais d'autres hormones, permettent de maintenir une homéostasie pendant le vieillissement et effectivement de prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Et voilà, c'est ça que nous espérons, de ne pas avoir des populations recueillies sur eux-mêmes, mais plutôt un image comme cela, qui a été une dame qui était donc en Nature hier, dans le numéro de Nature de cette semaine. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez parlé des cellules naïves. Oh. Qu'est-ce qui détermine le processus de raréfication de ces cellules naïves au cours du temps ? Comment tout d'un coup, il y en a moins en moins ? C'est pas tout d'un coup. Hein. Enfin, petit à petit, pardon. Non, je ne peux pas vous dire. Je vais être franche avec vous, ce n'est pas mon domaine, le domaine de l'immunologie. Évidemment, j'interagis avec énormément d'immunologistes, mais les facteurs, on sait qu'ils naissent dans la moelle osseuse, ils transitent par le thymus, et c'est dans le thymus que cette différenciation vers des cellules naïves ou des cellules mémoire, etc., va se décider. Alors, comme le tissu thymique diminue énormément avec l'âge, c'est sans doute quelque chose à voir avec l'environnement du thymus. Mais je ne sais pas où on en sont les dernières recherches pour vous dire exactement les dernières théories là-dessus, malheureusement. Vous avez parlé de l'effet de la restriction calorique sur le vieillissement. Est-ce que vous pourriez compléter, si je puis dire, en parlant de l'origine des calories et des variations
en fonction de l'origine des calories. En clair, les sucres principalement et les graisses. Est-ce qu'il y a des différences dans le régime alimentaire? Oui, tout à fait. C'est excellent. Oui. Effectivement, les graisses produisent plus de réactifs. Pardon? Ah oui. Oui, parce qu'il faut plus d'oxygène pour brûler les graisses que pour les... Et donc, il y a... les graisses sont moins favorables pour la production des RES que les hydrates de carbone. Les protéines, c'est un peu entre les deux. Et les sucres. Disons que c'est un peu plus complexe que ça parce que ça dépend comment ils rentrent dans le cycle et qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, mais il peut avoir des différences. Il peut aussi avoir des différences selon auquel on mange, parce que le corps va utiliser ou non les tissus. Il y a beaucoup d'études faites en ce moment. Au laboratoire, nous, on a deux souches de souris très différentes dans la manière dont ils vieillissent. Ils ont des taux d'hormones thyroïdiennes très différents, mais ils sont aussi très différents dans la manière dont ils mangent et la manière dont ils résistent à un régime riche en graisse. Donc, on sait aujourd'hui qu'un régime riche en graisse va être peu favorable à le vieillissement parce que ça va provoquer plus d'obésité et de dommages qu'un régime équilibré avec un bon taux de chacun des composants majeurs. Donc, oui. Est-ce que, pour le même sujet, parce qu'on dit beaucoup de choses là-dessus, est-ce que les calories produites par la consommation d'alcool sont très défavorables? Je dis bien les calories, je ne parle pas des effets autres. C'est plutôt des hydrates de carbone et je ne suis pas certaine, je ne pourrais pas vous dire s'il y a quelque chose sur... Bon, l'alcool, c'est une source calorique. Est-ce que... Bon, évidemment, ça dépend de la qualité de l'alcool et comment il a été distillé et qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il y a plus de ROS que par rapport à une autre source de hydrate de carbone. Oui. C'est ça. Alors, les relations entre la thyroïde, le vieillissement et le cholestérol, une maladie cardiovasculaire. Ah oui, énormément. Moi, je n'ai pas pu traiter ça, mais vous avez absolument raison. Les hormones thyroïdiennes contrôlent le métabolisme lipidique. Ils sont peut-être à double face. Ils contrôlent à la fois la production de cholestérol et sa dégradation. Donc, ce n'est pas très simple, mais il est vrai qu'un déséquilibre dans le profil lipidique sérique peut être vu avec une modification de l'état thyroïdien. Mais on a besoin d'hormones thyroïdiennes pour faire du bon cholestérol, mais on a aussi pour produire les dérivés du cholestérol. Donc c'est quand même un domaine assez complexe. Okay. Oui, bonsoir. En ce qui concerne les cellules souches, est-ce que l'on peut déterminer aujourd'hui le stock, si vous voulez, de cellules souches par individu? Est-ce qu'il est constant ou est-ce qu'il dépend justement des facteurs que vous avez évoqués tout à l'heure? Là, c'est vraiment... les recherches et les êtres humains, on ne peut pas vraiment les estimer. On peut comparer des populations de cellules dans le sang, par exemple, en regardant le nombre de cellules qui sont dérivées. Mais par exemple, dans le cerveau humain, il y a des gens qui font des expériences. Ils obtiennent des cerveaux chez des gens qui ont donné le cours à la science. Et on regarde le nombre de cellules en division. Et on peut voir qu'il y a des différences très grandes entre des individus. Mais maintenant, il n'y a pas assez d'échantillons pour commencer à relier ça avec les styles de vie ou le génétique pour le moment, parce que le domaine est tellement nouveau. Et alors, une deuxième question, est-ce qu'on peut modifier ce stock de cellules souches, donc en l'augmentant éventuellement médicalement? Sans doute, mais pas aujourd'hui. Mais ça devrait être une possibilité. Alors, évidemment, il y a un problème, parce que vous savez tous sans doute qu'une nouvelle théorie sur les cancers, c'est que les cancers dérivent aussi des cellules souches qui ont mal tourné. Donc, on ne va pas commencer aujourd'hui
à jouer sur ces populations de cellules souches sans avoir beaucoup plus de connaissances sur qu'est-ce qui détermine qu'une cellule souche prend la bonne voie de la différenciation ou la mauvaise voie de renouvellement et de donner un cancer. Donc, c'est beaucoup trop précoce aujourd'hui pour commencer à penser à des thérapies sur des cellules souches. Est-ce qu'on a compris dans les certaines populations japonaises de certaines parties du Japon, donc pas tout de la population, est-ce qu'on a compris chez une partie ce qui détermine leur longévité? Et est-ce que, si on a compris, est-ce que ça touche de manière proportionnelle, la même proportion les hommes que les hommes que les femmes, ou c'est surtout les femmes qui en bénéficient? Je connais pas la littérature sur les femmes et les hommes, mais je sais qu'effectivement, il y a quelques îles japonaises où il y a des longévités particulièrement grandes, et on a associé ça à certaines choses qu'ils mangent. Mais le fait est que si on regarde bien, c'est aussi des îles où on ne mange pas beaucoup, et ils sont en train de s'imposer une restriction calorique par comparaison avec le reste de la population. Là, c'est la même chose en Sardaigne, merci, où on a des populations, encore une île, donc sans doute accès à beaucoup de poissons, de l'oméga 3, etc., de l'iode, mais où effectivement le régime est un régime très sain et équilibré et sans excès de calories. Donc dans les deux cas, on ne peut pas faire le pas pour le moment entre la restriction calorique par comparaison à d'autres populations dans les mêmes pays, ou un composant génétique, et effectivement la différence entre les genres. Pour le moment, les études n'ont pas été assez loin pour décider quels sont les facteurs. Oui, parce que du poisson, il y a plein de populations dans le monde qui mangent essentiellement du poisson. Il n'y a pas que les Japonais. Ça dépend d'où vient le poisson et qu'est-ce qu'il est comme poisson, oui, aussi. Mais vous pensez que... C'était pour savoir pour quelles raisons ces îles bénéficient plus d'une longévité que d'autres îles où on mange énormément de poissons aussi. Est-ce que la composante génétique interviendrait plus que l'alimentaire? Si on a fait des études là-dessus, je ne sais pas. Sans doute une composante, mais comme j'ai dit, le composant génétique ne va être qu'une plus faible partie de l'équation par rapport à l'environnement. Les qui, pardon? La population des Hunza dans le Karakoram, qui, à ma connaissance, sont les gens qui ont la plus grande longévité. Dans l'Europe centrale. Nord-Pakistan. Non, Nord-Pakistan. Il y a eu des études faites sur leur longévité, justement, ils vivent sur des pentes très inclinées, ils mangent que des racines, enfin... C'est sans doute en relation avec un régime très pauvre en viande, parce qu'on sait aujourd'hui que la viande rouge, vous lisez tous les articles dans les médias, trop de viande est très néfaste pour l'équilibre effectivement microbiote intestinal, ça augmente le taux de cancer du côlon, etc. Donc moi je mettrais le fait sur un régime encore, si c'est un régime restreint en calories de nouveau, avec un faible composant en viande rouge. Apparemment, et génétique aussi, sans doute. Oui, et génétique aussi. Mais encore, je suis certaine, vous prenez par exemple, vous prenez des populations qui ont immigré, vous pouvez comparer, par exemple, des populations qui ont immigré en Europe, que ce soit les Indonésiens en Hollande ou les Pakistanais et des Indiennes en Angleterre, ou les Japonaises ou des Japonais qui viennent aux États-Unis. Vous avez des études magnifiques sur les types de maladies qui vont développer beaucoup plus en fonction de l'environnement. Et là, les gènes n'ont pas changé. Et ça va être vraiment l'environnement et la nutrition qui va déterminer les types de maladies qui vont développer et l'âge et la mortalité. Et alors, une question très naïve. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits antioxydants qui farcissent les produits alimentaires aujourd'hui?
il faut en avoir une certaine quantité, mais votre jus d'orange ou votre kiwi est suffisant. Et il y a des études chez des animaux qui sont vraiment assez intéressantes, mais je ne sais pas si vous avez lu aussi, parce que c'est le genre d'information qui arrive dans les médias, que vous pouvez prendre des nématodes, les vers nématodes, qui sont beaucoup utilisés pour les études du vieillissement, le C. elegans, parce qu'on peut modifier le génome très rapidement et la nutrition. Et si on modifie les gènes dans ces C. elegans, pour qu'ils neutralisent moins bien ces espèces oxygénées réactives, eh ben, à la grande surprise de tout le monde, ils vivaient plus longtemps. Et donc, ils avaient plus. Alors, on pensait que l'explication c'était parce qu'il y avait plus de dérivés oxygénés réactifs qu'on avait activé d'autres systèmes de protection et qui restent à identifier. Donc, c'est jamais aussi simple qu'on ne pense. L'évolution a fait en sorte qu'on a plusieurs méthodes de se protéger, mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'antioxydants dans notre corps. Pour répondre plus clairement à votre question, oui, il faut un kiwi par jour, oui, il faut un jus d'orange, il faut un jus de citron ou quelque chose, mais ce n'est pas la peine de prendre, comme a fait certaines personnes, prendre 1 gramme ou 10 grammes de vitamine C par jour. Merci. Modération en tout. Okay. Merci. Il y a une question de ce côté-ci. Ici. Ah, pardon, oui. Oui, en cette période de fête, et d'ailleurs toujours, je consomme énormément de chocolat. Oui, vous avez dit ça déjà. Depuis des décennies. Oui. Alors, que me conseillez-vous comme le chocolat est très bon, oui. J'ai lu une étude un jour sur quelqu'un qui mangeait que du chocolat et du pain et qui avait vécu un âge tout à fait honorable. Et donc, ça dépend de... Ça peut être très... Ce qu'on mange avec appétit, ça réussit finalement, je crois. Pardon? Ce qu'on consomme avec beaucoup appétit et goût, ça réussit, quoi. Ah, je pense. Il y a le facteur se faire du bien, c'est très important. Se sentir bien. Alors, si on a envie du chocolat, surtout du chocolat noir, parce que ça, quand même, c'est meilleur que le chocolat au lait pour certains facteurs qui pouvaient être effectivement des antioxydants, des polyphénols, etc. Donc, le chocolat noir, c'est nettement mieux que j'espère que vous mangez du chocolat noir. Oh, je mange tout. Moi, je mélange le beurre de cacao, tout ça. Allez, ça passe. Enfourné. Je vous remercie beaucoup de me conforter dans mon vice. Bonjour. Je voudrais vous poser simplement une petite question de vocabulaire. Dans votre introduction, vous avez parlé de différence entre les individus, différence de genre. Oui. Alors, je voudrais savoir, j'avais cru, moi, que le mot genre, justement, ne désignait pas quelque chose de biologique. Donc, je voudrais savoir, du point de vue du vocabulaire, est-ce que le mot genre est utilisé en biologie? Enfin, est-ce que c'est le mot précis? Ah oui, pour moi, le genre, le sexe, l'homme, la femme, c'est des deux genres différents. Non? Oui, mais parce que maintenant on parle de la théorie du genre, qui dit qu'on ne naît pas homme ou femme, on le devient. Là, je parle du genre biologique, chromosome X, 2X ou XY, et un phénotype corrélé. Hein. Donc là, vous parlez du genre biologique. Oui, oui, pas sociologique. Okay? D'accord. Merci. D'accord. Dans votre graphique du début, un des tout premiers, la corrélation entre le nombre de calories par masse corporelle, je n'ai pas vu la tortue, j'ai vu Galapagos. C'était le deuxième ou le troisième. Hein. Je crois que c'est là. Non. Et on voyait bien que l'homme et l'éléphant étaient tout à fait à gauche. J'ai cherché la tortue. C'était plutôt des mammifères, c'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Ah, c'était que d'accord. Alors, Galapagos, ça veut dire quoi? Pardon?
Il y avait un nom marqué Galapagos. Voilà. Voilà. Alors, il y a au tout milieu, c'est marqué Galapagos. Galago. Ah oui, c'est moi qui... Ah oui, mais c'est moi doit qui... être... Oui. Ouais. C'est pas le tortue de Galapagos, non. Oui, non, pardon. Oui. Je dois admettre que vous me testez un peu trop, mais connaissance zoologique, là, je ne peux pas vous définir chacun de ces espèces. Ceci dit, la tortue serait tout à fait à gauche, alors, selon la logique du raisonnement. Oui, très, oui. D'accord. Parce que comme c'est un animal, comme on dit, à 100 fois, il n'y a pas de capacité thermogénique autre. C'est un homéothème, pas un hétérotherme, et donc il va avoir la température, grosso modo, de la température externe, et donc cette théorie s'adresse à toutes sortes d'animaux, pas seulement aux mammifères, alors. Il serait encore plus ici, quoi. Il serait en train de frôler la ligne, quoi. D'accord. OK. Merci. Je voulais savoir s'il y avait des grandes variations dans le taux de thyroxine des différents animaux des différents êtres dont vous avez parlé, proportionnellement à leur poids, etc. Mais enfin, quelle est la variation de ce taux de thyroxine finalement? Vous dites qu'il y en a beaucoup chez les petites tailles, les animaux de petite taille, et moins important chez les gros mammifères. Quelle est la variation finalement de ces taux? C'est ça. Ça, c'est des animaux domestiques ou comme les chats ou des cochons d'Inde ou des mammifères de laboratoire comme les souris ou des rats. Et vous voyez, les taux d'hormones thyroïdiennes peuvent varier de à peu près 1 à 6. OK? Oui, j'avais mal vu Ça vous va? Oui, ça me va. OK. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bien, merci beaucoup, professeur. OK.